M. Rivasso du SEAE, qui va vous parler peut-être un peu plus précisément de la stratégie d'intégration de cyberespace dans la politique de cyberdéfense de l'Union européenne. À l'issue de la présentation de M. Rivasso, M. Gérard Bourassa vous donnera quelques consignes. Je peux vous dire certaines que le demande d'éteindre le téléphone, ça peut perturber non seulement le conférencier, mais aussi le système de traduction. Donc voilà, s'il vous plaît, merci beaucoup. Monsieur Rivasso. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, j'ai un grand plaisir à être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. Et je pense que c'est utile non seulement pour vous, mais aussi pour nous, puisque nous souhaitons avancer dans la mise en œuvre de notre cadre d'action relative à la cyberdéfense de l'Union européenne, que nous appelons le Cyber Defense Policy Framework. Et je voudrais remercier les organisateurs du colloque, la chaire de cyberdéfense de Saint-Cyr, la représentation permanente de la France auprès de l'UE, la représentation militaire française, pour l'accueil dans leurs locaux. On m'a demandé de présenter les grands enjeux de cybersécurité et de cyberdéfense au niveau européen. Je n'ai pas besoin de vous dire combien le sujet est important et prend de l'ampleur avec sa double dimension, attaque cyber d'origine étatique, attaque cyber d'origine non étatique. Le risque cyber, particulièrement sur les infrastructures critiques, qu'elles soient civiles ou militaires, ne peut que continuer à croître. Et pour devenir déterminant, du point de vue civil, vous savez que nous envisageons plusieurs milliards d'objets connectés au cyber dans les 5 à 10 prochaines années. Chacun de ces objets peut être transformé sous une forme ou sous une autre en une arme susceptible d'être tournée contre nous. Nous devons en être conscients. La cybersécurité recouvre l'ensemble des mesures de sécurité susceptibles d'être prises pour se défendre contre ces attaques. Le mot défense ayant bien entendu toute l'ambiguïté que vous connaissez dans un tel contexte. Philippe Setton vous a rappelé le cadre dans lequel se situe l'action de l'Union européenne, bien entendu, et si nous nous concentrons sur la cyberdéfense, nous sommes heureux de dire que toute opération militaire ou mission civile de l'UE, comme pour les États membres, comporte désormais un volet cyber plus ou moins développé, et notre objectif est de ne pas être au-dessous dans nos capacités de planification de celles des États membres, de manière à ce que nous puissions fonctionner sur une base homogène et que les éventuelles opérations mixtes associant États membres et opérations multilatérales de l'Union européenne se déroulent dans un cadre de protection minimale établi ensemble. Les 5 priorités de notre action, vous les connaissez. La première, s'agissant du soutien au développement des capacités cyber des États membres dans le cadre de la PSDC. Nous mettons l'accent principalement sur les développements relatifs au monitoring, à la surveillance, donc à la situational awareness. Vous savez qu'à l'Union européenne, il existe un centre d'INCENT qui est censé recevoir 24 heures sur 24 toutes les informations que nous transmettons. Nous sommes évidemment totalement dépendants des États membres puisque nous n'avons pas de service de renseignement et d'intelligence. Mais s'agissant du cyber, le cyber est un secteur, pour reprendre une formule tout à fait bizarre, mais qui est très cher à la Commission, un système où la gouvernance est basée sur un principe de multi-stakeholder. Les informations peuvent nous arriver aussi de secteurs privés, de diverses sources, et donc nous avons l'obligation d'avoir un centre disponible pour cela. Situation MRNS, prévention, détection, protection, partage d'informations, et enfin les analyses dites forensics, c'est-à-dire essayer de savoir, d'identifier l'origine de l'attaque. Des analyses de police, pourrait-on dire, face à la délinquance. Et il est vrai que jusqu'à présent, nous sommes peut-être plus avancés en matière de lutte contre le cybercrime, parce que c'est beaucoup plus central dans les compétences de la Commission de l'Union européenne que dans l'analyse de les équivalents en termes de cyberdéfense. L'Agence européenne de défense travaille également sur des projets de mutualisation et de partage capacitaire. Pooling and sharing, là aussi, c'est un concept qui s'applique. Et je crois que vous aurez une présentation de l'AED cet après-midi là-dessus. Deuxième objectif, donc, deuxième priorité, c'est l'amélioration de la protection des réseaux de communication utilisés par les entités européennes dans le cadre de la PSDC. Nous nous concentrons sur le développement
de la résilience des réseaux utilisés par les entités européennes, principalement les réseaux relevant du SEAE. Et là, une remarque. Je sais que la tendance aujourd'hui pour les opérations extérieures est de se reposer beaucoup ou d'essayer de se reposer beaucoup à l'avenir sur des réseaux d'origine satellitaire. C'est vrai que la souplesse des réseaux satellitaires permet de suivre de manière tout à fait unique les opérations et que la souplesse des mini-satellites et des constellations de mini-satellites de communication permet d'espérer beaucoup dans l'avenir de ces systèmes pour répondre à un certain nombre de données cyber. Ce sur quoi je tiens à attirer votre attention, puisqu'en plus de la responsabilité de cybersécurité, j'ai aussi la responsabilité en tant qu'envoyé spécial de l'espace, c'est la grande vulnérabilité de ces systèmes qui ont été tous conçus à des moments où l'impératif de cybersécurité n'avait pas pris l'importance qu'il a aujourd'hui. Et quand on y réfléchit, qu'on réfléchit à l'avenir des structures de communication gouvernementale et des communications de défense, on pense que le segment sol, et notamment la fibre, les réseaux de fibres, qui présentent une bonne sécurité contre la cybersécurité, ne doivent pas être complètement éliminés du tableau, particulièrement pour les installations fixes. Nos efforts se concentrent plutôt sur le développement d'une doctrine de cybersécurité et de cyberdéfense unifiée qui couvrirait l'ensemble des missions et des opérations de la PSDC au niveau de la planification stratégique. L'état-major de l'Union européenne a récemment lancé le processus de révision du concept militaire de l'Union européenne pour l'intégration du cyber aux opérations militaires, ce qui est la première étape indispensable, et vous en entendrez sûrement plus sur ce sujet cet après-midi. Troisième priorité, la promotion de la coopération civilo-militaire et des synergies avec les autres politiques de l'Union européenne et avec le secteur privé. Il s'agit principalement d'aligner les efforts de recherche et de développement militaire avec les programmes civils comme Horizon 2020, d'améliorer l'intégration d'une dimension de cybersécurité au programme ayant une dimension duale, comme César ou Galileo dans le domaine satellite de géolocalisation. La directive Nice, dont vous a parlé Philippe, qui a pour objectif de renforcer la sécurité des systèmes d'information au sein des États membres et de l'Union européenne, aura également des implications importantes au niveau militaire. Quatrième objectif, là je crois que Philippe vous en a beaucoup parlé, c'est l'amélioration de la formation et des exercices. Nous avons le projet d'intégrer une dimension cyber au curricula du Collège européen de sécurité et de défense, le CESD. Nous mettons en place un module spécifique cyber dans le cadre de l'initiative Erasmus. Et nous élaborons des standards de besoins d'entraînement en cours d'élaboration, et je voudrais dire que nous le faisons grâce au soutien très important du Portugal et de la France. Et enfin, comme vous l'a dit Philippe, une dimension cyber importante a été introduite dans les exercices PSDC, MILEX, Multilayer 16. Le développement d'un exercice cyber dans le cadre de la PSDC reste également un de nos objectifs. Cinquième axe, l'amélioration de la coopération avec les acteurs internationaux pertinents, notamment l'OTAN. Nous souhaiterions renforcer la coopération entre le CERT-EU et son homologue otanien, le NCRIC. Vous savez que nous avons une coopération de facto intéressante à Tallinn, puisque à Tallinn, il y a un centre OTAN et puis nous avons aussi un centre d'excellence. Mais je dois dire que pour l'instant, cette coopération demeure informelle et ne peut pas déboucher sur des mesures officielles d'ensemble parce que les contraintes politiques, vous les connaissez tous, liées au conflit chypriote et aux difficultés gréco-turques, paralyse toute possibilité de coopération institutionnelle officielle plus poussée actuellement. Voici quels sont nos axes. Voici ce que nous faisons. Nous faisons il y a un dernier point qui peut-être n'est pas tout à fait sur votre radar, mais que je voudrais vous signaler. C'est que si nous cherchons à renforcer nos capacités de cybersécurité et de cyberdéfense pour réduire le risque cyber, un autre axe de l'action que nous menons au SEAE, c'est la cyberdiplomatie, dont nous sommes également responsables dans notre Cyber Task Force. Et nous cherchons à définir des normes de comportement responsables dans le cyberespace. Vous avez vu l'importance que les États-Unis et la Chine donnent à cette question récemment lors du dernier sommet américano-chinois. C'était au centre des enjeux entre les deux plus grandes puissances. Donc nous nous en intéressons beaucoup aussi, bien sûr. Des normes de comportement agréées au niveau international aideront à améliorer la transparence et la prédictibilité des comportements étatiques. Et pour cette raison, l'Union européenne rappelle dans le cadre de ces dialogues cyber bilatéraux qu'il n'existe pas de vide
en matière de droit international applicable au cyberespace, mais que les États sont tenus de suivre les principes du droit international existant. Il y a des travaux importants dans ce domaine qui sont conduits par le groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU, qui est relatif au développement dans le domaine de l'information et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale. Nous soutenons activement le développement des mesures de renforcement de la confiance dans le cadre de l'OSCE ou encore de l'ASEAN Regional Forum. Nous regardons avec un petit peu plus de distance les efforts d'un certain nombre de pays de promouvoir un code de conduite, ce qui est une bonne idée en soi. Nous soutenons bien sûr l'idée d'un code de conduite, mais le contenu de ce code de conduite, nous avons encore au niveau international des conceptions qui ne sont pas totalement convergentes sur ce qu'il devrait recouvrir. Donc il y a encore du travail à faire pour que tout ceci puisse se traduire dans un code de conduite qui soit suffisamment soutenu par tout le monde pour qu'on puisse espérer qu'il fournisse une protection minimale dans un certain nombre de domaines. Voilà ce que nous faisons. Les bilans d'action, comme disait une personne politically incorrect que je ne citerai pas, c'est un peu comme les bikinis, ça vous aide à vous concentrer sur l'essentiel, mais ça cache ce qui est crucial. Et ce qui est crucial, c'est ce que nous ne faisons pas. Alors, qu'est-ce que nous ne faisons pas ? Là, je vais m'écarter un peu, et je m'en excuse au traducteur, je vais m'écarter de mon texte parce que, naturellement, lorsqu'on présente quelque chose, on essaie d'être toujours positif. Mais nous sommes ici pour parler librement. Que ne faisons-nous pas ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Eh bien, il y a 3 ou 4 domaines sur lesquels nous sommes frustrés de ne pas avoir encore avancé, sur lesquels nous allons essayer d'avancer si nous le pouvons. Mais ce n'est pas sûr que nous le puissions pour des raisons à la fois légales. Nous cherchons toujours à travailler avec la Commission. Nous n'avons le SEAE, l'Union européenne n'a pas d'argent à part l'argent de la Commission. Donc il faut que la Commission soit à bord. Or la Commission considère que un certain nombre d'activités sont en dehors de son mandat. Mais précisément, la Commission cherche à établir une sorte de solution de continuité entre la sécurité et la résilience d'un côté et la cyberdéfense de l'autre. Dire la cyberdéfense, nous ne savons pas le faire, c'est hors de notre mandat. Les traités ne nous confient pas de responsabilité en matière de cyberdéfense. C'était vrai il y a 60 ans. Aujourd'hui, il y a un facteur fondamental que vous connaissez mieux que tous dans la cybersécurité, c'est la linéarité entre les menaces, les risques et les réponses aux risques. Il n'y a pas de solution de continuité, il y a continuité. Et donc cette division entre ce qui est cybersécurité que nous faisons et cyberdéfense que nous ne ferions pas, ou seulement dans le soutien des opérations bien précises de PSDC à l'extérieur du territoire des pays membres de l'Union européenne, devient insoutenable. Notre frustration, c'est comment pourrions-nous le plus vite possible faire tomber les barrières pour rétablir une sorte de linéarité opérationnelle qui est nécessaire. Parce que, c'est le deuxième point que je vais développer, vous le savez, le domaine cyber ressemble beaucoup, à certains aspects, au domaine biologique, au domaine de la guerre bactériologique, si vous y réfléchissez. Moi, j'ai été ambassadeur des désarmements, je connais bien le domaine bactériologique. Si vous réfléchissez, nous sommes dans 2 domaines où le secteur privé est extrêmement important, le secret industriel est fondamental, le grand public est très concerné, les armes que l'on peut lancer, comme les virus, sont susceptibles de se retourner contre vous, mais surtout, caractéristique fondamentale, vous ne pouvez pas concevoir un système défensif sans avoir d'abord conçu le système offensif auquel il est censé répondre. Vous ne pouvez pas faire un vaccin sans avoir d'abord le virus. C'est pareil en cybersécurité dans beaucoup d'espaces, dans beaucoup de domaines. Donc, nous devons pouvoir travailler avec un éventail d'outils plus large que celui qui est le nôtre aujourd'hui. Ce qui est le plus intéressant pour cela, c'est ce que Philippe Seton et moi nous avons signalé, c'est le programme Horizon 2020 de recherche. Si nous arrivons à faire bouger les contours de Horizon 2020, notamment dans le cadre des efforts qui sont conduits par Michel Barnier sur l'idée d'un Defense Action Plan de la Commission, notamment dans le cadre de ce que nous appelons le programme d'action préparatoire qui prévoit des fonds qui puissent être affectés davantage à des usages civils militaires, eh bien, nous espérons pouvoir avancer un petit peu sur ce terrain et ne pas être complètement périmés dans notre approche, parce que toute approche qui vise à établir des solutions de continuité au sein du domaine cyber est, à mon avis, une approche condamnée. Ça, c'est ma première grande frustration. Ma deuxième grande frustration, elle tient là aux contraintes juridiques, mais alors là, c'est une frustration que vous avez peut-être vous aussi en partie, mais les contraintes juridiques de toute doctrine de cyberdéfense.
Une doctrine de cyberdéfense doit respecter deux obligations qui aujourd'hui peuvent présenter une contradiction apparente. La première, c'est la nécessité, comme je l'ai dit, de respecter le droit et le droit international. La deuxième, vous ne pouvez pas avoir une politique de dissuasion et donc une politique de défense en matière de cyberdéfense si vous n'avez pas une capacité d'attribution de la menace, d'attribution du risque. On ne peut pas se défendre contre un ennemi inconnu. On ne peut pas, plus exactement, dissuader un ennemi inconnu. Et donc, ce qui est central, ce sont les capacités d'attribution. Mais les capacités d'attribution supposent bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, l'utilisation d'outils Internet intrusifs dont la compatibilité avec le droit international est tout sauf évidente. Et là, c'est pour cela que nos efforts en cyberdiplomatie sont importants, parce que c'est à travers nos efforts de cyberdiplomatie que nous essayons d'avancer sur ce terrain, pour essayer justement d'obtenir par une coopération internationale aussi poussée que possible les moyens de procéder à l'attribution de la menace dans le respect du droit international. Et ça, c'est un challenge fondamental, c'est un challenge qui n'est pas seulement pour l'Union européenne, à la différence du précédent, mais qui est aussi pour vous. Parce que tout outil de défense doit respecter les règles cyber et le fait de confier à nos réseaux d'intelligence, comme on dit en bon français d'espionnage, mais en bon anglais d'intelligence, le soin de procéder à ces attributions, peut se retourner contre nous, tant dans le domaine cyber, la situation sont volatiles. Regardez ce qui s'est passé avec les dossiers Snowden. La même chose peut se passer dans d'autres domaines du cyber. Nous devons être conscients que la transparence est un risque permanent dans le domaine cyber. D'où une deuxième frustration, mais celle-là, ce n'est, je crois, qu'à travers la coopération internationale que nous pourrons avancer. Troisième frustration, c'est le fait que la culture de sécurité et de défense au sein de l'Union européenne n'est pas développée. Je reviens d'un séminaire à Berlin sur la cybersécurité et la cyberdéfense. La France qui était représentée devait y être représentée par le général Maire, puis finalement c'est le général Palanty qui y est allé. Donc c'était un séminaire de très haut niveau. Le principal responsable de cyberdéfense de Hewlett-Packard nous a fait un exposé. Il a mis à l'écran une seule phrase en énorme. C'est que Cyber Security is not IT. Bon. Eh bien ça, l'Union européenne ne l'a toujours pas compris, malheureusement. Nous essayons, avec notre équipe, dont une éminente représentante est là parmi vous, que je tiens à remercier aussi, Caroline, qui est une ancienne, qui a travaillé aussi avec vous dans le temps. Nous essayons de créer, grâce à notre modeste expertise, un mécanisme de cybergouvernance au sein de l'Union européenne et au sein du SEAE. Pour l'instant, nous prêchons un peu dans le désert. Nous n'arrivons pas à faire avancer le système de cybergouvernance vite. Pourquoi? Parce que tout le monde nous dit « Oh, qu'est-ce que c'est encore qu'un machin supplémentaire? Ça ne sert à rien. Nous avons d'excellents ingénieurs IT. Ils suffisent parfaitement à régler tous les problèmes. » Vous savez tous que ce n'est pas vrai. Vous savez tous que la cybersécurité, c'est beaucoup plus que l'IT. Ça inclut le cloud, ça inclut les comportements, ça inclut enfin, vous le savez tout aussi bien que moi. Ça, c'est ma troisième grande frustration. Pas de culture de sécurité au sein de l'Union européenne. Et la quatrième, enfin, et puis j'arrêterai là parce que je ne veux pas vous déprimer, je veux au contraire que vous soyez conclure positivement. La quatrième, c'est que je reviens sur quelque chose que j'ai déjà évoqué légèrement, le risque de cybersécurité sur l'espace. La combinaison de l'espace et du cyber. Si vous regardez les doctrines de sécurité américaines ou russes, et bientôt chinoises, ça va être le cas aussi, vous voyez qu'ils mettent tous l'accent, ce qu'on appelle le third offsetting, sur ces deux domaines. C'était, je crois, le secrétaire à la Défense Ashton Carter, il y a 4 mois, qui a dit « Quels que soient les prochains conflits, ils seront d'abord gagnés à travers l'espace et le cyber ». Eh bien, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de connexion entre l'espace et le cyber. Ce sont deux domaines qui fonctionnent largement en silo. Je suis très fier qu'au sein de l'Union européenne, on m'ait confié les deux responsabilités, espace et cyber, parce que ça prouve qu'au moins à ce niveau-là, l'Union européenne est en pointe. Les Britanniques ont d'ailleurs le même système. Les Allemands commencent à s'y mettre. Les Français n'y sont pas encore, autant que je sache. Donc je vous encourage vivement à porter la bonne parole dans ce domaine. Les interactions entre l'espace et le cyber sont très importantes.
Lorsqu'on réfléchit à la protection cyber, on aboutit logiquement à l'idée qu'il faut d'abord protéger le cyber contre des outils extrêmement agressifs. Là, je ne vous proposerai jamais que l'Union européenne s'en dote, du genre Stuxnet, qui vise à attaquer des infrastructures civiles critiques. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous ne faisons pas ça. Et nous ne le ferons pas dans un avenir prévisible. Mais, est-ce qu'il n'existe pas des infrastructures super critiques ? À savoir des infrastructures dont l'attaque non seulement a un résultat désastreux, comme toute infrastructure critique, mais a un impact systémique majeur. Nous en voyons 2 actuellement au niveau de notre très modeste réflexion, mais il y en a sûrement quelques autres. Nous voyons bien sûr les centrales nucléaires et les satellites. Mais un certain nombre de bons esprits nous indiquent que, par exemple, les attaques contre le transport aérien, parce que ça a un impact sur le transport aérien, pourraient jouer là-dedans, pourraient également être incluses, ou le transport maritime. Voilà, alors il faut qu'on développe une expertise plus grande dans ce domaine. Je crois que j'ai dépassé largement mes 15 minutes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, M.